Bruno Retailleau est officiellement le candidat des Républicains pour 2027. C'est le résultat de la consultation des adhérents LR qui a eu lieu dimanche. Est-ce que c'est pour vous un bon candidat ? Oui, un bon candidat. La vraie question, c'est il ne faut pas qu'il soit candidat que des Républicains. Il faut qu'il soit candidat des Républicains, de la droite et du centre. Et que nous n'ayons, droite et centre, qu'un seul candidat. Mais oui, c'est un bon candidat pour les Républicains. Et juste avant, effectivement, d'évoquer cette éventuelle primaire, est-ce que vous pensez que tous les Républicains vont soutenir qu'il n'y aura pas des dissidences ? Je pense à Laurent Wauquiez, je pense à Xavier Bertrand. Alors ça, je l'ignore, il faut leur demander. C'est vrai qu'il y a de nombreuses personnes aux Républicains qui aspirent à être candidats. Mais je leur dis à tous la même chose. Débrouillez-vous pour qu'à la fin des fins, il n'y ait qu'un seul candidat. Parce que vous comprenez que s'il y a plusieurs candidats, non seulement des Républicains, mais aussi du Bloc central, Horizon, le Modem, l'UDI, etc., s'il y a plusieurs personnes qui se présentent au premier tour, eh bien, il y a de fortes chances qu'il n'y en ait aucune au second tour parce que les voix se seront divisées. Mais ça, il y a déjà dans l'air la petite idée que finalement, Bruno Retailleau finira par rallier Édouard Philippe. Est-ce qu'il y a un gentleman agreement entre les deux hommes ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et quand bien même y aurait-il un gentleman agreement entre Bruno Retailleau et Édouard Philippe, ça ne suffira pas parce qu'il y a d'autres candidats qui expriment tous les jours leur volonté d'y aller. On a eu Lisnard, le maire de Cannes, il y a quelques jours. On sait que Michel Barnier travaille beaucoup. On a entendu une petite musique, enfin même une grande musique de la part de Attal. Alors, est-ce que Gabriel Attal est dans le bloc central, dit de droite ou pas ? C'est un sujet évidemment majeur, mais il est le patron d'un très grand parti à l'Assemblée nationale. Donc il faut évidemment le prendre en compte. Non, on a un sujet, on a un problème. Vous savez, s'il y a trop de candidats, signifie pas de candidat finalement au second tour. Or, c'est le second tour qui compte dans une élection présidentielle. Donc il faudra probablement une primaire. Donc cette idée de primaire ouverte pour désigner finalement l'unique champion de la droite et du centre, c'est vraiment dans l'air. Vous poussez cette idée. On a entendu Gérard Larcher, Valérie Pécresse, Jean-François Copé. C'est pour vous la bonne solution ? C'est peut-être la seule en réalité. Parce que pour arriver à un seul candidat du bloc central au premier tour, comment on fait ? Soit les candidats putatifs se mettent d'accord. Bon, on peut toujours rêver que tout le monde se mette d'accord. Évidemment, c'est plus facile de se mettre d'accord si on est 2, difficile si on est 10. Il risque plutôt d'être 10 que 2. Deuxièmement, on attend les sondages et on voit ce que disent les sondages. Est-ce que les sondages seront assez discriminants pour dire « bah oui, il y en a un qui est devant ». L'expérience montre que celui qui est à 5% des sondages vous expliquera toujours qu'après une campagne formidable, il remontera et il fera une remontada, donc ça risque de pas marcher. Donc par défaut, je ne vois pas très bien d'autres solutions qu'à la fin du fin, faire une primaire. Mais de grâce, faisons-la, mais pas trop tardivement. Pas trop tardivement, ça serait quand pour vous idéalement ? La dernière fois qu'on a fait une primaire, c'était septembre, octobre, novembre avec la campagne. C'était déjà juste. Valérie Pécresse, qui avait gagné cette primaire, nous expliquait qu'elle n'avait pas eu le temps de faire, ce sont ses mots, 2 fois le Tour de France et 1 fois le Tour d'Europe. Les socialistes avaient fait une primaire qui n'a pas été un grand succès en 2017. En 2017. Et ils avaient fait ça en février. Il est sûr qu'on est pris par le temps, mais j'ose dire, peu importe. Le pire du pire serait qu'au premier tour, il y ait 3 ou 4 ou 5 candidats de la droite et du centre. Là, pour le coup, c'est la mort assurée. On va parler du budget 2027 qui est déjà en préparation. Mais d'abord, juste un mot de celui de cette année. Ce matin se tient à Bercy un comité d'alerte chargé en quelque sorte du suivi. Est-ce que, d'après vous, ce budget est bien exécuté ? Est-ce qu'il y a déjà des dérapages ou est-ce que vous avez des doutes ? Le budget 2026 qui a été voté il y a quelques semaines nécessite déjà des ajustements. C'est-à-dire qu'on sait que la crise mondiale, le détroit d'Ormuz, fait qu'on a déjà 4 milliards d'euros dans la vue liés à l'augmentation des taux. Le budget a été voté pour 2026 avec 2 hypothèses. Un baril à 65 $ le baril, on est largement au-dessus de 65. Et une deuxième hypothèse, des taux qui ne dépassaient pas 3,8 à la fin de l'exécution budgétaire, c'est-à-dire fin 2026. On les a déjà dépassés. Donc, il faut déjà revoir la copie et faire des économies. Il faut déjà revoir la copie. C'est visiblement ce que Sébastien Lecornu est en train de faire. Il évoque déjà des premières mesures d'économie, donc aux alentours de 4 milliards d'euros. Est-ce que pour vous, c'est la bonne direction ? Est-ce que c'est le bon chiffre ? Alors oui, c'est la bonne direction. Il faut ce qu'on appelle annuler des crédits ou mettre des crédits en réserve. Pourquoi ? Pour mettre de l'argent de côté, parce qu'on ne sait pas combien de temps la crise va durer.
4 milliards, ça paraît assez peu. Je pense qu'il faut plutôt aller vers 6 ou 8. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, j'ose dire que durant la discussion budgétaire à l'Assemblée nationale, j'avais proposé 6,2 milliards d'économies par rapport au budget voté finalement. On m'avait dit, mais non, c'est pas possible, etc. Je constate qu'en réalité, on va y arriver. Avec 3 mois de retard. En tout cas, ce sont les chiffres livrés par Le Monde, qui ne sont pas confirmés par Bercy aujourd'hui, mais Le Monde parle de 6 milliards d'euros d'économies, 4 milliards pour l'État, 2 milliards pour la sécurité sociale. Et ce que vous dites, c'est ce qu'il faut faire. C'est à minima ce qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il faut même avoir 8. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà dépensé 4. Déjà 4. On est sûr qu'on va les dépenser en plus à cause de l'augmentation des taux. Donc si vous faites 6, ça ne vous donne que 2 milliards d'avance. Il vaut mieux faire 8 parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer la crise. Et au fin du fin, je rappelle qu'il faut faire la chose suivante pour équilibrer un budget. Il faut dépenser moins, il faut dépenser mieux, il faut travailler plus, c'est-à-dire produire plus de richesses, aider les entreprises à produire plus de richesses. Et là, à très court terme, on coupe où ? Eh bien, moi, j'avais fait une proposition que je peux vous livrer, qui consistait à dire on demande à tous les ministères, sauf la Défense, l'Intérieur et la Justice, de faire 2% en moyenne d'économie, 2%. Et avec ça, on récoltait 6 milliards d'euros. Dans votre famille, dans votre ménage, dans une entreprise, si on vous dit cette année, il faut faire 2% de dépenses en moins, on y arrive tous. C'est difficile, mais on y arrive, 2%. C'est ce que je demande au ministère de faire. Et avec ça, on a 6 milliards. Donc, il n'y a pas de solution, Madame Bougaguet, si on ne diminue pas la dépense. Vous voyez, la question est clé. On n'a plus le choix, parce que l'alternative, c'est quoi ? C'est augmenter les impôts. Est-ce qu'on va augmenter les impôts ? Non, ils sont déjà très élevés. Un dernier mot sur aussi ce que l'État est en train de dépenser pour la hausse des carburants. À ce stade, ce sont donc des aides ciblées, 70 millions d'euros notamment. Sébastien Lecornu a quand même annoncé un nouveau paquet d'aides à partir de mai. Est-ce que vous dites, oui, c'est souhaitable ? Il y a sans doute des professions qu'il faut aider si la crise s'enlise ? Alors sans doute qu'il y a beaucoup de monde qu'il faudrait aider en théorie. La question, c'est est-ce que nous en avons les moyens ? Non. Nous n'avons pas les moyens que nous avons eus entre 2021 et 2024 pour que les gens comprennent. Entre 2021 et 2024, on a aidé les entreprises et les particuliers devant la crise du pétrole à hauteur de 72 milliards, pas millions, milliards. Là, on voit bien qu'on cherche 2-3 milliards d'économies. Donc, on n'est plus du tout à l'échelle. On n'a plus du tout les moyens d'il y a 2 ou 3 ans. La conséquence, c'est que je dis à Sébastien Lecornu, mais je sais qu'il le sait, toutes les aides qu'on va décider, il faut qu'elles soient limité dans le temps et limité en quantité. Et s'il annonce des aides, eh bien que ces aides soient revues chaque mois régulièrement parce qu'on ne peut plus se payer l'argent qu'on n'a pas. Tout ça, c'est financé avec de l'emprunt, vous comprenez bien. Sur la méthode, certains plaident à nouveau pour, là je parle du budget à venir, pour un accord de non-censure du gouvernement avec naturellement le bloc central, le PS, les LR. François Hollande, il plaide même pour une courte discussion budgétaire, un compromis et un 49.3 pour éviter les surenchères préélectorales. Est-ce que vous dites que c'est une bonne idée ? Oui, enfin François Hollande, c'est très gentil ce qu'il nous dit. Mais l'année dernière, les socialistes ont bloqué tout accord. Ça a été très difficile et ils ont fait monter les enchères. Donc moi je dis 2 choses. Le pire qui pourrait nous arriver, ce serait qu'on ait un budget qui soit en fait un non-budget, où les gens décideraient de ne régler aucun problème et d'attendre l'élection présidentielle. Ça serait encore 1 an de perdu. Donc ça, moi, je ne veux pas de ça. Au contraire, on va utiliser le budget, enfin, nous sommes quelques-uns à vouloir utiliser le budget qui sera voté à la fin de l'année pour 2027 comme un budget de vérité. Et je dirais, les yeux dans les yeux, à tous les candidats à l'élection présidentielle qui vont nous faire tout un tas de promesses de rétablissement des comptes publics, de baisse d'impôts, etc. Je leur dis, écoutez, chiche, vous voulez, dès que vous serez président de la République au mois de juin, nous faire un certain nombre de mesures, eh bien faites-les dès le mois de novembre lors du budget. Je ne croirais pas quelqu'un qui va m'expliquer qu'il va avoir une politique budgétaire au mois de juin s'il n'est pas capable de la mettre en œuvre dès le mois de novembre. Toute dernière question. Jordan Bardella qui a déjeuné hier avec le bureau exécutif du MEDEF. Il y a 15 jours, c'était Marine Le Pen qui dînait avec une douzaine de patrons du CAC 40. Patronat a raison de dialoguer avec le RN. Non, mais que les patrons discutent avec tout le monde, c'est évidemment normal. Et le RN, c'est une grande force politique dans le pays, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc c'est normal qu'ils discutent. Je dis simplement aux patrons de réfléchir à une chose, eux qui savent compter. L'économie, c'est des maths. 1 + 1, ça fait 2. Je leur dis, est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut rétablir les comptes publics de la France, la situation budgétaire, en mettant la retraite à 60 ans ? La retraite à 60 ans, c'est probablement 40 ou 60 milliards de dépenses supplémentaires. La retraite, c'est la première dépense publique. Il n'y a pas de rétablissement des comptes publics si on ne réforme pas les retraites. Or,
le RN souhaite au contraire passer la retraite à 60. Mais vous dites Ce ça n'est pas parce que vous possible. sentez les grands patrons sensibles au discours du RN? Non, je leur dis simplement qu'il y a un moment où il faut regarder les choses en face et prétendre que le RN va rétablir les comptes publics avec le programme qu'il a aujourd'hui. Ce n'est pas vrai et les patrons le savent. La retraite à 60 ans, c'est la faillite pour la France. Merci beaucoup Philippe Juvin. Bonne journée à vous.